Bien, nous engageons donc la deuxième partie de cette matinée. Tout d'abord, Adi Rizk, donc, dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, va remplacer, si on peut dire, Robert Sallet. Et puis ensuite, Hugues Clerval prendra la parole. Et puis, à nouveau, possibilité de demande d'éclaircissement et pose des genoux. Voilà. Donc, ce texte, je l'ai élaboré en étroite coordination avec Robert Sallet, parce qu'il a fallu recomposer à partir d'une trame assez longue que Robert Sallet a proposée, une intervention qui soit à la fois fidèle à ce qu'il pense et qui soit cohérente dans les limites du temps imparti à cet exposé. Alors et ça a été une expérience intéressante parce que je ne partage pas toujours ce qu'il pense et c'est d'autant plus pertinent que d'essayer de rendre ces idées. Donc le jeu, quand il y a un jeu dans ce texte, puisqu'il a tenu à ce que parfois ce soit son nom personnel qu'il se prononce, c'est un jeu effectivement qui renvoie à Robert Sallet lui-même. Dans le livre « Le viol d'Europe », j'ai tenté de décrire l'énigme européenne qui découle du divorce entre l'idée au nom de laquelle tout est fait et la réalité de ce qui se fait. Tout se passe comme si, en travaillant à réaliser l'idée d'Europe, le processus politique européen met paradoxalement en place, peu à peu, les conditions qui rendent cette même réalisation impossible. Ce qui naît et se développe depuis les débuts, c'est l'impossibilité d'engendrer un projet politique qui puisse être expérimenté, ressenti, voulu, pris comme une réalité par tous les Européens, par nous tous Européens. Pour dire les choses autrement, aucune convention fondatrice n'a émergé entre nous quant à ce qu'est l'Europe, en quoi consiste notre appartenance, notre participation, nos devoirs et nos droits. On s'est avant tout concentré sur la construction d'un marché commun, puis d'un marché unique, sur l'insertion dans la globalisation financière et la généralisation d'un principe de concurrence sans entrave, lequel exclut tout commun. Le marché total peut-il constituer la fondation matérielle, cette idée de fondation matérielle et capitale, la fondation matérielle d'une constitution et d'un projet politique? Plus encore, s'il s'inscrit à l'origine dans un projet stratégique, celui d'un ordre mondial libéralisé, voulu par les États-Unis, que les dirigeants européens n'ont jamais remis en cause. En raison d'une regrettable inversion des priorités, la création d'un marché commun a été privilégiée, marché commun qui devint unique au détriment de l'élaboration d'un projet politique commun. La planification du marché parfait a peu à peu pris une forme extrême sous l'apparence d'un enjeu technique dissimulant en réalité une action de part en part politique. Un enjeu technique, mais qui dissimule une action de part en part politique, action qui entend se présenter précisément comme apolitique. Faire de la concurrence dite libre, c'est-à-dire sans entrave d'ordre politique ou social, de tous contre tous, le principe structurant et, pourrait-on dire, constitutif de la construction européenne dans toutes ses activités et dans tous ses recoins. Donc, je voudrais aussi souligner à quel point le projet européen est proche aujourd'hui d'un basculement vers l'irréversible. La Grande-Bretagne a décidé de sortir du projet européen. Des peuples fondateurs, l'Italie, les Pays-Bas, s'interrogent. D'autres s'installent dans une forme de sécession interne
comme les pays d'Europe centrale tardivement invités, Hongrie, République tchèque, Pologne, Slovaquie, et refuse d'appliquer les décisions de Bruxelles. C'est pourquoi il est permis de craindre que le projet politique européen ne se relève pas de la dite crise des migrants, parce que la politique européenne en la matière bafoue ouvertement les droits fondamentaux dont elle se gargarise dans ses discours et dans son projet de constitution de 2004. La crise des migrants révèle l'ambiguïté de la référence de l'Union européenne aux droits fondamentaux, précisément. Lesquels droits fondamentaux n'étaient pas présents à l'origine, et c'est tout le mérite d'esprits clairvoyants comme Olivier de Schutter, qui avait noté qu'ils restaient extérieurs à la dynamique du projet politique européen. Ces droits ont été rajoutés après coup, sans que l'architecture de l'Europe ait été réorganisée en conséquence. Prenons des exemples de cette situation un peu bizarre. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes prescrit, en cas de conflit entre les libertés économiques reconnues par l'Union européenne et les droits humains, de juger en proportionnalité. Elle ne conteste donc pas la légitimité des objectifs sociaux, mais ne pose aucune antécédence des droits humains sur les libertés économiques. La question, pour elle, est donc, le cas échéant, de savoir si les droits fondamentaux peuvent être invoqués pour justifier des restrictions au plein exercice des libertés économiques. On voit donc que ces droits risquent de relever d'une forme de logique d'exception. La CJCE tente d'évaluer donc, au cas par cas si l'effet économique négatif qui résulte de ces restrictions en termes des droits de l'homme ne dépasse pas la valeur attachée au respect d'un droit fondamental. On peut du reste ouvrir une parenthèse, comment trouver la juste mesure entre la restriction qui serait apportée par l'exercice d'un droit fondamental à une liberté économique et le tort causé à ce droit fondamental. Enfin, il n'y a pas un problème de commune mesure ou d'absence totale de commune mesure qui risque d'être en fait privilège accordé d'une certaine façon à une logique plutôt qu'à l'autre. Donc la balance penche dans ce cas en faveur des libertés économiques. L'objectif premier d'installer au plus vite une amorce de projet politique européen est central dans les discussions des pro-européens dans leur congrès fondateur de La Haye en 1948 et plus en amont pour les rédacteurs du manifeste de Ventotene. Selon le mouvement fédéraliste européen de 1944, la racine du fédéralisme européen est la résistance des peuples contre le nazisme. Grâce au mouvement de résistance, la solidarité a finalement émergé, je cite, entre les peuples du continent. Cette solidarité a été masquée par les intrigues diplomatiques et par des politiques d'alliance, ainsi que par la politique d'équilibre entre les puissances. Les peuples européens découvraient qu'ils avaient de fait et sur le principe une destinée commune et que la liberté, la paix, le progrès étaient des biens communs dont ils devaient profiter tous ensemble. Fin de citation. Le congrès de La Haye en 1948 adopta une voie universaliste, cherchant pour l'Europe les conditions socio-institutionnelles d'une paix et d'une coopération durable, politique et économique entre les États. C'était un projet politique pour l'Europe ayant pour fondement le libéralisme politique et non le néolibéralisme économique qui s'est aujourd'hui imposé. La confusion entretenue entre les deux est porteuse de dommages, elle est même destructrice. Le vrai défenseur de la liberté et le libéralisme politique, j'y reviendrai,
à propos de la distinction entre libéralisation et libération. Parmi les principes du libéralisme politique, nous pouvons mentionner la réalisation des droits fondamentaux de la personne, droits civiques, politiques, économiques et sociaux, la pratique démocratique, la paix et un ordre mondial conçu comme facteur d'un développement libre des peuples, à égalité de droits et de capacités avec les autres. 3 très grands économistes se sont inscrits dans cette direction: John Maynard Keynes, Maurice Allais et Amartya Sen. Il convient aussi de mettre en évidence la tendance universaliste marquée des grandes conférences internationales chargées pendant et dans l'immédiat après-guerre de poser des bases pour un ordre mondial. La conférence de Philadelphie, 10 mai 1944, qui créa l'Organisation internationale du travail, OIT ou BIT, la conférence de Dumbarton Oaks du 21 mai au 7 octobre 1944, qui jeta les bases de l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, 18 décembre 1948, au Palais de Chaillot à Paris, qui rédigea la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte toujours d'actualité. La conférence de Bretton Woods, jeta les bases du système monétaire international, 1er au 22 juillet 1944. La conférence des Nations Unies sur la croissance et l'emploi, tenue à la Havane du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948, adopta la charte dite de la Havane, sur laquelle il y aura des choses à préciser, qui avait pour vocation de fonder une organisation internationale du commerce, OIC. Ajoutons la conférence de Paris du 12 juillet au 22 septembre 1947, qui établit officiellement le plan Marshall, European Recovery Programme, ERP. Elle aboutit le 16 avril 1948 à la création, entre 16 pays européens, de l'Organisation européenne de coopération économique, OECE, qui devint en 1961 l'OCDE et intègre l'Europe, les USA et le Canada. Enfin, le congrès de La Haye du mouvement des Européens se déroula du 7 au 10 mai 1948. Un projet politique universaliste pour l'Europe pouvait s'appuyer sur de telles avancées pour favoriser l'émergence d'un ordre mondial favorable aux aspirations universalistes, précisément. Alors, de fait, au congrès de La Haye en 1948, les partisans de la priorité à donner à une Europe politique eurent l'occasion d'en tester, d'en mesurer la difficulté. Mais ils apportèrent des débats, et sur fond de ces débats, une réflexion sur des distinctions qui demeurent d'actualité. En effet, le débat constitutionnel a mis en avant 3 traditions européennes. Une approche constituante à la française, approche constituante, c'est-à-dire on milite pour une élection au suffrage universel d'une assemblée délibérative européenne, une approche fédéraliste qui, elle, met en avant et défend un processus allant de bas en haut, partant de corps intermédiaires pour aller vers des institutions proprement européennes, et enfin l'approche que l'on va nommer souverainiste, qui met en avant la création d'un gouvernement européen sur la base d'abandon de nationaux de souveraineté. Les 2 premières fondent la légitimité d'un corps politique européen sur l'expression démocratique des peuples, avec quelques modalités différentes pour les constituants et les fédéralistes, mais au fond, il n'y a pas de divergence totale. Il suffit d'étudier le modèle américain pour se rendre compte qu'il y a des convergences entre ces 2 logiques. Et la troisième, sur l'abandon de souveraineté consenti par les gouvernements nationaux.
l'approche souverainiste, je crois qu'il est important d'insister sur cette idée, sur laquelle insiste tout particulièrement Salé. L'approche souverainiste fut habilement mise en œuvre par les représentants anglais, je dis bien anglais, dans l'intention stratégique de crisper des congressistes hésitants sur la question sensible des abandons de souveraineté nationale. Autrement dit, on va en arriver à tout fonder sur des abandons de souveraineté nationale, soi-disant dans une logique souverainiste de défense de la souveraineté nationale. Et c'est le piège, d'après Salé, dans lequel sont tombés les Européens à ce moment-là. La conception anglo-saxonne de perte de souveraineté par des gouvernements nationaux a fini par l'emporter au détriment des deux autres traditions. Il devenait donc possible de se dispenser d'une recherche de la légitimité populaire au profit d'un processus de négociation stratégique entre les gouvernements. On voit, autrement dit, là encore on peut creuser l'idée, comment c'est l'approche souverainiste qui crée le problème qu'elle prétend résoudre en invoquant la souveraineté. Et c'est l'approche souverainiste qui dit non, on va se contenter d'un débat entre les gouvernements, comme ça, ces gouvernements restent souverains et les nations restent souveraines. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Il devenait donc possible de se dispenser d'une recherche de la légitimité populaire au profit d'un processus de négociation entre des gouvernements. Les jeux étaient faits en 1948, année où l'on bascule de surcroît vers la guerre froide. L'échec sur le fond quant à l'orientation vers un projet politique européen a donc découlé de l'absence d'accord entre constituants et fédéralistes. Cette absence d'accord entre eux a pavé la voie pour les solutions au niveau des gouvernements, plutôt que de chercher, par le biais d'un compromis entre eux, à aller vers le sens d'une fondation légitime et populaire des institutions européennes. Alors, des esquisses de compromis ont été avancées, notamment par des délégués belges et suisses, comme la proposition d'avoir, comme en Suisse par exemple, 2 chambres, une élue au suffrage universel et une où chaque canton est représenté à égalité de voix, quelle que soit sa population, ce qui aurait donné au niveau européen une représentation des nations et puis une représentation du peuple européen, quelque chose d'assez proche du système américain où le Sénat, avec le même nombre de sénateurs par État, représente les États et la Chambre des représentants représente les citoyens, en l'occurrence américains, de manière transversale, mais au prorata de la population de ces États. C'est la solution qui a été retenue dans la loi fondamentale allemande, approuvée le 23 mai 1949. Donc l'examen de son processus avait montré aux congressistes que dans une fédération, les compétences déléguées au centre font l'objet d'une délimitation juridique et d'un contrôle politique. Elles ne peuvent donc pas être interprétées comme des abandons de souveraineté nationale. Elles participent en fait d'un pouvoir législatif et exécutif partagé et distribué entre des niveaux européen, national, local, auquel peut venir s'ajouter la réflexion et l'interprétation du principe dit de subsidiarité. Donc de vraies avancées étaient présentes dans la conférence de Bretton Woods de 1944, qui eut un prolongement en 1948 dans la charte de la Havane, bien que le projet d'organisation internationale du commerce n'ait pas vu le jour. À Bretton Woods, l'idée force qui aurait pu changer la face du monde, ainsi que le projet européen, portait sur les règles d'ajustement des déséquilibres des échanges commerciaux et des balances de paiement entre les pays. L'accord reprit les règles classiques avec le débiteur, le pays déficitaire, qui a la charge de revenir à l'équilibre avec le créancier excédentaire par des politiques d'austérité, baisse de la demande, réduction des dépenses publiques,
dévaluation de sa monnaie, hausse des impôts, etc. La proposition de Keynes était radicalement différente. Elle se fondait sur une obligation de solidarité économique entre pays débiteurs et pays excédentaires pour rétablir l'avantage des échanges, pour rétablir l'avantage et l'équilibre surtout des échanges. Donc des pénalités financières notamment étaient prévues pour les deux parties tant qu'elles restaient en déséquilibre et en proportion de ce déséquilibre. Keynes, en fait, partait du déroulement de la crise des années 30. Le déséquilibre des échanges entre pays est un véritable cercle vicieux. Plus grande est la dette extérieure, plus lourde et plus difficile est la possibilité pour un pays d'engendrer un excédent de ses exportations sur ses importations, d'avoir un excédent et non d'avoir réellement un excédent et non simplement une dette envers les autres pays. Donc la croissance de la dette internationale ruine les chances de développement et finit par menacer de tout faire basculer. Nous en avons eu en 2008 une démonstration éblouissante. Keynes souhaitait engager une expansion régulière de l'économie mondiale équilibrée et juste, car chaque pays serait en l'occurrence en mesure, s'il en avait la volonté politique, de conserver l'équilibre de sa balance des paiements et de ne pas obérer la maîtrise de son développement. Ajoutons que dans la charte de la Havane en 1948, la logique demeure celle d'une libération des échanges. La libération des échanges s'appuie sur les identités économiques des pays et a pour perspective leur développement dans un contexte d'internationalisation. Elle donne donc un rôle d'intervention aux États et le principe de concurrence autour duquel la politique des tarifs douaniers s'organise n'est pas la concurrence par les prix, comme pour la libéralisation des marchés, mais la concurrence par la qualité. La libéralisation des marchés, pour le coup, est tout autre chose. Sa première étape est la réduction par la suppression des droits de douane, encore appelés tarifs. Une fois les tarifs supprimés, la seconde étape est la chasse à toutes les entraves non tarifaires, subventions explicites ou déguisées, ou dites déguisées aux exportations, taxes sur les importations, clauses spécifiques imposées aux produits importés, clauses de santé et hygiène publique, étiquetage et autres. Parmi les principales propositions de la Charte de la Havane, il y avait, il faut le souligner, l'intégration du plein emploi dans ses objectifs, le contrôle des mouvements des capitaux, l'autorisation des aides de l'État, l'interdiction du dumping, le possible recours à des restrictions quantitatives dans certaines circonstances, l'énumération d'un certain nombre de produits de base qui forment une classe particulière régie par des règles spéciales. Les congressistes de la Havane avaient une conscience aiguë de la nécessité de relancer le commerce international, lequel avait été bloqué par la guerre, et il fallait le relancer dans l'immédiat pour favoriser la reconstruction des économies nationales qui manquaient de matières premières, d'équipements, de biens de subsistance, etc. Il y avait, autrement dit, un besoin vital d'échanger pour produire et pour se développer, ce qu'il faut appeler une libération, et non de mettre en place une concurrence générale débarrassée de droits de douane et d'entraves, c'est-à-dire une libéralisation, comme l'institua l'accord du GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, lequel entra en vigueur le 1er janvier 1948, un peu avant la publication de la charte, fin mars 1948. Le GATT était donc lui-même conçu comme devant être provisoire, mais il dura, en raison du rejet de la charte par le Sénat américain en 1950, ce qui fit l'affaire des partisans de la libéralisation pure et simple. Car toute la partie de la charte relative à l'emploi, l'activité économique, le développement, la reconstruction, comme cadre et finalité du commerce international, passa à la trappe. La confusion entre libération des échanges et libéralisation des marchés put dès lors
s'accomplir sans problème et surtout sans entrave. Le plan Marshall, de son côté, avait invité fermement les pays européens à esquisser une économie cohérente susceptible d'optimiser l'aide américaine. Les gouvernements européens refusèrent de s'entendre ou ne purent pas s'entendre entre eux, ce qui eut deux conséquences. Un plan Marshall par pays, chacun pour soi et sans coopération avec les autres, et une mise en place pénalisante où les Américains imposèrent leurs demandes et soumirent les gouvernements, c'est un point très intéressant à souligner, et soumirent les gouvernements à l'obligation de faire des rapports détaillés sur tous les sujets intéressant l'administration américaine. En anglais, un reporting. Un reporting qui annonce une sorte de contrôle que l'on doit effectuer et que l'on doit présenter à quelque chose qui pourrait jeter les bases de la conduite des troïkas, entre guillemets, qu'ont connu les Grecs. Donc la construction européenne devait insidieusement se réduire à une affaire de dispute commerciale de marché. De 51 à 54, la doctrine économique devant servir de trame et d'argumentation au discours comme à l'agenda politique du marché commun puis unique, se mit en place. C'est au fond la matrice des futurs traités de Rome, 57, de Maastricht, 92, du projet de constitution européenne non ratifié, 2004, et du traité de Lisbonne, 2007. Mais une question centrale, une question capitale, une question matrice, pourrait-on dire, fut négligée. Faut-il créer un marché commun ou une zone de libre-échange? Peu de personnes en savent la différence, alors que ce sont deux catégories légales distinctes du droit international, figurant dans la charte de la Havane comme dans le GATT. Le marché dit commun et surtout le marché dit unique, marché commun qui devint unique, et la version intégriste du marché, une zone de libre-échange, la zone de libre-échange, une version plus modérée. Les deux versions diffèrent sur la place laissée à un projet politique. Le premier tendrait, en pratique, à sa disparition. La seconde lui laisserait une chance qui peut être saisie si les pays en ont la volonté. Dans les deux versions, la perspective est la suppression des droits de douane et la suppression des entraves aux échanges entre les pays membres. Ça, c'est le point commun. La différence réside dans le traitement du commerce avec les pays extérieurs à l'Union ou à la zone. Dans une union douanière, les pays doivent appliquer le même droit de douane, Common External Tariff, ou droit de douane extérieur commun, aux échanges avec les pays extérieurs à l'Union, et cela par famille de produits. Par exemple, s'agissant aujourd'hui du textile ou de l'automobile, la France n'a pas le droit d'appliquer aux produits chinois, afin de protéger ses producteurs, des droits de douane qui seraient différents de ceux décidés par l'Union européenne, laquelle a aujourd'hui tout pouvoir sur eux et en a dépossédé les États membres. Dans une zone de libre-échange, les pays ont la latitude de s'accorder sur des droits de douane identiques pour leurs échanges à l'intérieur de la zone. Mais ils gardent la liberté de fixer les droits sur les marchandises qui proviennent de l'extérieur de la zone, par exemple de taxer plus ou moins les importations d'automobiles ou de textiles chinois. C'était et c'est toujours une liberté importante pour la politique économique, industrielle et commerciale d'un pays. Puisque tous les pays européens, excepté l'Allemagne, en auraient grand besoin aujourd'hui pour les produits et les branches, différentes d'un pays à l'autre, dont ils considèrent le maintien crucial pour leur développement. À cette liberté s'ajoute celle de conserver sa monnaie nationale, si on le souhaite, donc de fixer le taux de change,
une donnée essentielle pour l'équilibre de la balance des paiements. C'est donc une forme plus souple, non pas d'union, mais de coopération économique et monétaire sur des objectifs limités. Elle n'offre aucun moyen d'imposer aux membres un carcan rigide. L'union douanière le permet. Le processus a enclenché le dogmatisme du marché commun, puis du marché unique. De proche en proche, nous avons perdu, ainsi que les autres membres de l'UE, toute marge d'action économique. Avec la monnaie et le marché unique, les possibilités d'agir sur la politique monétaire, sur le taux de change, sur la politique commerciale extérieure ont disparu au niveau national, sans parler des pressions vers le bas sur la politique budgétaire et fiscale. Les États, donc les peuples, se retrouvent, au fond, frappés d'une part grandissante d'impuissance. À quoi tient le marché, à quoi a tenu même le choix d'un marché commun par les 6 d'abord? C'est difficile à dire, tant différents facteurs ont pu intervenir. Paul-Henri Spaak fut président du comité devant préparer le rapport sur lequel se fonda le traité de Rome, et il pesa fortement sur les rapports entre Europe et États-Unis. Le Benelux était en faveur d'un marché commun. Il avait des droits de douane relativement faibles et d'un besoin urgent de retrouver ces marchés d'avant-guerre, spécialement les marchés de l'Allemagne. Chercher une formule plus compliquée n'a pas paru nécessaire. L'Allemagne aussi, pour les mêmes raisons, mais également parce que le choix entre le marché mondial libéralisé, le projet des Américains, et celui du stade intermédiaire d'un marché européen libre d'accès en interne, y était en débat. En France, on peut penser que la vision abstraite du marché qui prévalait, chose importante chez les planistes, poussait ces derniers à accepter le projet d'un plan à long terme de réduction par étapes des droits de douane. Quand on lit le rapport Spaak, d'où fut issu le traité de Rome, on est comme frappé d'une sorte de prescience, d'anticipation du futur. Il s'installe et en même temps laisse ouverte dans la possibilité pour la future Europe de s'inscrire dans un marché, dans un monde libéralisé, notamment financier, et même d'en devenir un acteur majeur. Il y eut des raisons stratégiques à cela, c'est-à-dire l'acceptation d'un ordre mondial configuré autour des intérêts américains qui, dès la fin des années 40, s'est substitué aux potentialités universalistes des grandes conférences de la guerre et de l'immédiat après-guerre. Il faut donc considérer également la convergence inédite qui pose question et qui est en même temps d'un intérêt théorique intéressant entre la notion de plan centralisé et celle de marché, sous l'influence des planistes français, Monet, Marjolin, Uri, pour ne parler que d'eux. La convergence plan-marché est sans doute la quintessence d'un néolibéralisme. Chose intéressante, j'ajouterai pour ma part que dans un autre contexte d'idées, Foucault a beaucoup insisté sur cette liaison plan-marché dans la pensée libérale et dans ce qui pourrait devenir une pensée néolibérale, dans ce qu'il appelle l'invention d'une biopolitique. Bon. Je ferme la parenthèse. L'idée d'une constitution pour l'Europe n'était pas abandonnée au début des années 50. On a vraisemblablement oublié que la défunte communauté européenne de défense, rejetée par un vote de l'Assemblée nationale en France le 30 août 1954, faisait partie d'une dynamique plus large, celle de la création d'une communauté politique européenne qui aurait été responsable de l'organisation de cette défense. L'enfermement de cet essai de communauté politique, dans la logique de la guerre froide, lui a été fatal. Ce fut regrettable pour l'ensemble du processus européen, car l'essai tentait de reprendre à la destination des 6 seulement les réflexions avortées de 1948. Une assemblée dite ad hoc
constitué à partir des embryons créés dans le cadre du Conseil de l'Europe et de la CECA, présidé par Paul-Henri Spaak, eut pour tâche de rédiger un projet de communauté politique, lequel fut publié en mars-avril 1953. Ce projet envisageait un parlement composé de 2 chambres, une chambre des peuples élue au suffrage universel et un Sénat, cette fois-ci élu par les parlements nationaux. Un conseil exécutif européen aurait assuré le gouvernement de la communauté. Il aurait été investi à la majorité simple par les 2 chambres et contrôlé ensuite par voie de censure, vote à la majorité des 3/5 par la Chambre des peuples. Ce système ébauchait une union fédérale, malgré un rôle que l'on peut juger ambigu, qui reste accordé à un conseil de ministres nationaux. Le projet constitutionnel revint sur la scène européenne avec le premier parlement élu au suffrage universel en 1979 et le rapport Spinelli de 1984 du nom de l'animateur du groupe de parlementaires qu'il élabora. Malgré sa prudence, ses pas mesurés, ce rapport fut mis de côté par la présidence Delors dès ses débuts en 1985. Nouveau sursaut au début des années 2000 avec la nomination d'une convention pour l'avenir de l'Europe sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Elle avait pour tâche de rédiger une constitution pour l'Europe. Celle-ci fit l'objet du traité de Rome de 2004. Nouvel échec, puisque ce traité ne fut pas ratifié suite au vote négatif des électeurs français et néerlandais, soit les électeurs de 2 des pays fondateurs. Il était de toute façon dominé par une logique néolibérale. Certes, on peut mettre avec raison en avant les pouvoirs patiemment conquis par le Parlement, pouvoir du Parlement, avec des mécanismes compliqués de consultation et de codécision, mais ces mêmes mécanismes étaient limités, voire neutralisés, par l'intervention des lobbies, de la Commission à Bruxelles et de la Cour de justice de l'Union européenne. Nous assistons depuis peu à une espèce de remake limité à l'union économique et monétaire, autrement dit autour de l'euro, qui consisterait en la création d'un parlement, voire d'un gouvernement de la zone euro. Passons. La cause habituellement avancée de ces échecs est la montée des nationalismes qui remplacent peu à peu le modeste et acceptable euroscepticisme. Il y a plusieurs raisons au retour des nationalismes en Europe. La première, selon moi, est la négation systématique du niveau national comme lieu d'enracinement, des politiques publiques, sociales et économiques, des protections contre les aléas de la vie, des attentes sur le futur, qui constituent autant de sources de diversité entre les pays membres. Il faut y ajouter une question de fond, celle précisément des fondations matérielles, de l'infrastructure sur laquelle on bâtit une constitution. En un mot, la société dans sa richesse humaine ou le marché dans son dogme. Or, les efforts de constitutionnalisation pour l'Europe se sont concentrés non sur un projet de société européenne et sur l'élaboration d'un cadre commun apte à réaliser ce projet, mais sur la généralisation du marché parfait. Mais le marché creuse une espèce de trou dans tout projet de constitution. Il devient le trou noir de toute constitution, car il capture tout effort de fonder politiquement une société européenne, un ancrage citoyen européen, une nation européenne de ses citoyens, pourrait-on ajouter. Différentes évolutions le confirment. Un exemple frappant consiste en l'absorption de l'Europe sociale, dite sociale par le marché, accentuée pendant la crise depuis 2007, à travers le contrôle des déficits publics exercés par la Banque centrale européenne, les dépenses sociales étant intégrées dans les dépenses dites surveillées. De même, le principe de proportionnalité invoqué par la Cour de justice de l'Union européenne donne un avantage indu au marché. Répétons-le,
le marché capture le projet de constitution européenne. On le voit dans le dernier projet de constitution européenne, la partie 1, 20 pages, 60 articles, porte sur la définition et les objectifs de l'Union, droits fondamentaux, citoyenneté, institutions, compétences, vie démocratique, finances, appartenance. La partie 2, 6 pages. Donc on est passé de 20 pages à 6 pages, 51 articles, reprend la charte des droits fondamentaux. La partie 3 détaille les politiques et le fonctionnement de l'Union, 54 pages, 322 articles, la symétrie est flagrante. La symétrie, le déséquilibre est flagrant. Il est clair qu'un projet de constitution doit considérer que le fondement de l'économie ne saurait être ni le marché, ni la régulation macroéconomique, mais une certaine coordination entre les acteurs, entre les personnes, entre les groupes. L'action à entreprendre par chacun d'entre nous pour se coordonner, pour les groupes, pour se coordonner entre eux, ne repose pas, c'est un peu l'expérience de tous les jours, sur un accord préalable, sur un contrat explicite où tout a été prévu et écrit d'avance, comme dans une économie standard, mais sur des conventions vivantes, des conventions qui s'élaborent historiquement. Ces conventions aident chacun à formuler à ses propres yeux et aux yeux des autres des anticipations sur ce que, s'agissant du problème commun à résoudre, les autres vont faire. Elles permettent ainsi à chacun d'évaluer s'il en est bien ainsi à partir des repères qu'offre une situation, de s'adapter, si besoin est, de marquer son désaccord ou son opposition. Chacun et chacune et chacun apprennent ces conventions et leur usage sans même y faire attention. Celles-ci émanent, au fond, de la vie collective, de l'héritage, de l'histoire et des institutions, et de l'apprentissage que chacun en fait tout au long de sa vie. Autrement dit, elles sont un produit historique, stable, résistant en même temps qu'évolutif et vivant, dont l'usage est sans cesse activé, réactivé et acquiert une forme de permanence. En tant que tout, elles forment le substrat d'un peuple, de son histoire, de sa manière de penser et d'agir. Un tel produit historique et social d'un peuple ne peut être courbé d'un seul coup de baguette magique par l'écriture d'un texte qualifié de constitution, ni par une communication politique habile. Surtout quand on se place, comme l'Union européenne, dans la perspective de rassembler un ensemble de pays et de peuples qui ont chacun leurs conventions inscrites dans leur histoire et dans leurs attentes. Il faut, au fond, parvenir, et même inventer la manière de le faire. Il faut parvenir à lier démocratiquement l'adhésion des peuples à une constitution et l'adhérence de leur constitution, de la constitution à leur convention. Je vous remercie. Je ne suis pas un académicien. Je suis très récemment activiste dans un certain sens. J'ai 20 ans de vie professionnelle dans la finance derrière moi. Et je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle Alliance Sciences Société, ALICE, et dans lequel je coordonne notamment les travaux autour de la chaire UNESCO Bernard Maris en économie et société. À l'occasion que l'idée de cette chaire a émergé, il y avait un autre économiste, Jean-Paul Kersanti, qui m'a introduit dans un colloque comme un praticien du risque. Et c'est à peu près ce que je suis. Je parle un langage souvent de financier, de monde bancaire, etc. Et je suis dans mon rôle professionnel pour renouer avec l'exposé de Laurence, un agent de la capture corrosive. Parce que j'aide souvent les banques, effectivement, à réduire, comprimer au maximum le dénominateur de la solvabilité. C'est-à-dire l'activité pondérée par le risque. Et donc, je vais prendre ça doucement, faire un cours au tableau pour juste vous faire un petit dessin pour que vous compreniez un petit peu mieux
Si vous ne le savez déjà pas. Hein? Voilà. D'où je viens et dans quel monde j'ai évolué, et je fais mon discours. Si ça, c'est le bilan des actifs d'une banque, hein, réel, c'est-à-dire leurs engagements, leur financement, etc., avec l'économie réelle, donc exposés à des risques réels. Ici, plus réduite, ça a déjà une signification, hein, sont les actifs pondérés par les risques. Et ici, il y a une écologie de modélisation, d'appréhension, d'analyse de risques, etc., pour justement faire un calcul. Ça, c'est le processus corrosif, si vous voulez. Hein? Là, dans les modèles, pour arriver au RWA, au Risk Weighted Assets, au actifs pondérés par le risque, c'est là où je me trouve de jour en jour. Et donc, c'est là aussi, dans mon exposé, je veux trouver une bonne partie des problèmes que je pense qu'il nous convient de commencer à essayer de résoudre. Je vais me permettre de faire une intervention qui est donc un petit peu entre la réflexion sur ce sujet et un retour d'expérience, hein, de ce qui se passe au sein de l'industrie financière aujourd'hui. Donc un peu décousue, un peu itinérante dans la modalité de la nouvelle historiographie qu'on appelle souvent l'histoire interconnectée, donc qui focalise sur la culture et les technologies, hein, parce que c'est aussi ça la finance. C'est une culture, en quelque sorte, hein, donc une communauté épistémique dans laquelle j'ai fait partie pendant très longtemps. C'est une technologie opérationnelle, hein, qui est assez complexe, mais c'est aussi une technologie de pouvoir. Le pouvoir dicter des idées, porter des orthodoxies dans le processus politique. Et notamment dans le processus aussi d'élaboration des lois, de la réglementation financière. Donc, je vais aussi essayer d'exposer un petit peu à la modalité de l'histoire mondiale, parce que sur des objets et des événements pas forcément encadrés par les institutions et la historiographie de l'État-nation, parce que je pense qu'il y a un fort lien intertextuel et contextuel entre l'évolution de la finance depuis 1996. Cette date a une signification assez précise parce que c'est l'introduction du règlement dit de Bâle II. Et donc c'est le règlement qui, par statut, crée la possibilité de faire ça. De constituer une écologie d'analyse des risques pour pondérer les actifs, soi-disant pour le faire correspondre plus à la réalité. C'est en contraste avec le cadre réglementaire précédent qui s'appelait Bâle, tout simplement, où on faisait des calculs assez mécaniques de ratio de solvabilité et de ratio de capital. Parce que je pense qu'il y a un lien entre ça, la crise qui s'est développée en 2008, et les politiques d'austérité, la crise souveraine qui est venue après, l'émergence ou la marche forcée des néonationalismes et la fragmentation de l'Europe. Et les enjeux aujourd'hui qu'on appelle ceux de l'anthropocène, les limites écologiques, planétaires, aux options disponibles pour le développement économique. Et ce n'est pas que le climat, comme l'a dit bien Laurence, il s'agit, on peut se mettre dans le cadre des limites planétaires énumérées par Johan Rockström, qui est un compatriote moi, autour de différents systèmes Terre, ou les systèmes qui supportent, qui soutiennent la vie humaine et la société sur cette planète. Ouais, ok. Très bien, je vais essayer de... Voilà. Oui. Oui, c'est aussi ça peut-être. Ouais. Voilà. Un peu plus fort et un peu moins vite. Voilà. Il y a aussi un élément contextuel qui est très fort, qui a été abordé justement dans l'exposé précédente, c'est la cession, en quelque sorte, de la formation des politiques publiques à des communautés technocratiques, qui est une caractéristique aujourd'hui assez primordiale de l'Union européenne. C'est le déclin des liens de responsabilité démocratique pour les politiques économiques. Donc, c'est un élément assez important contextuel qui s'applique aussi très fortement à la formation de la réglementation bancaire. Donc, je vais développer un argument qui s'est cristallisé un petit peu
Dans mon long séjour dans la finance, et donc des idées, ce qu'ils ont développé notamment après la crise de 2008, une période dans laquelle j'ai eu l'opportunité, soi-disant, de travailler quasi exclusivement sur des projets destinés à répondre aux nouvelles réglementations qui ont été pondues dans le sillage de la crise de 2008. L'argument de base, mon argument de base, ma proposition centrale, c'est le problème central, c'est cette réglementation, son contenu, son mode d'élaboration et implémentation. Il y a un organisme dans ce monde qui s'appelle le BCBS dans la parlance des financiers. Ça veut dire Basel Committee for Banking Supervision. C'est l'organisme attaché aux banques de règlement international qui fait l'élaboration des normes prudentielles bancaires. Première responsabilité pour ça. C'est qui fait ça à l'intérieur? Bon, d'abord, c'est les banquiers centraux qui font partie de cette communauté. Et ils sont entourés par des lobbyistes bancaires. Tout simplement, au sein de l'industrie, notre conversation avec cet organisme-là est constante en termes d'élaboration, des lobbying, discussion, évaluation des impacts de la réglementation prospective. Ce processus est continu. Et c'est un processus qui est au sens démocratique et au-delà du cercle de la lumière. Et on reste constamment comme ça. Par contre, ce qui conclut le BCBS est transmis à différentes instances des États et autres organismes signataires du Convention de Bâle pour être transposé en loi européenne et loi nationale. Donc il y a un processus de régulation, un processus de formation de la réglementation qui aujourd'hui est assez enfermé dans une communauté épistémique très restreinte. Ma proposition de base, effectivement, la proposition centrale, c'est que l'impératif aujourd'hui est de dissoudre et de refondre de manière démocratique et sur de nouveaux critères cette réglementation, notamment pour faire émerger une pluralité des formes d'intermédiation financière, une nouvelle écologie financière à géométrie sociale et géographie variable, et capable notamment de répondre aux prises de risques et portage de risques du financement de la transition écologique. Aujourd'hui, malheureusement, la réglementation va dans le sens inverse. Elle force ou permet, choix de terme est primordial, les banques à converger sur les mêmes modèles économiques. Donc un appauvrissement, effectivement, de la gamme des stratégies et modalités d'opération qui existent. Il force la convergence sur le même modèle et modalités d'apprendre le risque, donc une uniformisation de ce bloc au milieu, contraire à cette diversité, pluralité institutionnelle qui est nécessaire à mon avis. C'est une argumentation qui, en effet, est un peu iconoclaste à plusieurs titres. Il est iconoclaste relatif aux orthodoxies portées par la finance et la communauté épistémique dans laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, parce que c'est la communauté qui dit toujours « nous finançons l'économie ». On se dit toujours que nous sommes les financeurs de l'économie. Si on demande aujourd'hui à un assureur vie qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il collectait des épargnants, ils se disent « on finance l'économie ». C'est une hypothèse qu'il faut qualifier fortement aujourd'hui. Parce qu'un assureur qui achète des actions ou des obligations qui circulent d'ores et déjà sur le deuxième marché, il ne finance rien du tout. Il fait une transaction sur un stock d'actifs existants. Aujourd'hui, le financement bancaire est essentiellement orienté vers le financement de l'immobilier quand il s'agit des particuliers et un peu les entreprises aussi aujourd'hui malheureusement.
Ça, c'est des transactions sur des stocks, des capitales, des actifs existants. Et c'est l'extraction de la rente, de la révalorisation de ce stock dont il s'agit pour rémunérer les banques. Donc le modèle économique à laquelle les banques convergent aujourd'hui, en termes de pression réglementaire, et le résultat de la pression réglementaire, qu'ils ont même imposé à eux-mêmes parce qu'ils ont participé à son élaboration, c'est le modèle du rentier, tout simplement. C'est une institution qui fait de l'intermédiation financière, mais sans prise de risque. Parce que c'est ça qu'on dit, hein. Il ne faut pas que les banques prennent des risques. Hein, et c'est notamment l'argument, les propositions à la gauche du spectre politique, c'est souvent ça. Hein. Parce que mon argument, de dire il faut dissoudre la réglementation et le refaire d'une autre manière, c'est aussi un peu iconoclaste à les idées parfois reçues au spectre à gauche politique, hein, notamment, on entend toujours, presque toujours, on va régler le problème avec la nationalisation des banques, avec la séparation des activités, avec le découpage, avec l'interdiction sur certains types d'activités, où on va faire en sorte que certains types d'activités sont plus chers que les autres, etc. Je ne dis pas que ces propositions n'ont pas de mérite, mais je pense qu'ils sont un peu sous-dimensionnés par rapport à la taille du problème aujourd'hui. J'ai même travaillé avec un organisme qui propose une solution, c'est de dire une banque, en termes de la taille de son bilan, ne peut pas dépasser 20% du PIB du pays qui est le domicile. Ouais, ok. Il faut bien aimer les banques pour poser un argument de tel, parce que ça voudrait dire que des grandes 4 banques françaises, on en crée 17. Hein, donc il faut les multiplier, il faut découper les bilans pour faire conformer à ce critère-là. Et heureusement, malheureusement, ça voudrait dire qu'on multiplie la tâche de la réglementation. On multiplie aussi les postes disponibles dans l'emploi bancaire, parce que c'est effectivement, il y a des économies d'échelle tellement significatives en termes de bilan, taille de bilan bancaire. Aujourd'hui, la Banque postale a presque un bilan assez réduit, a presque autant d'employés comme la BNP Paribas aujourd'hui, qui a un bilan qui dépasse le PIB français, avec un facteur de 2,5. Donc, c'est effectivement cette régulation, de la mise en cause de la réglementation et régulation du secteur bancaire qu'il faut commencer à réfléchir assez considérablement. Et c'est important parce que par rapport au changement climatique, dégradation environnementale et dégradation et déclin des systèmes terres, la stabilité financière est pour moi aujourd'hui peut-être un moindre souci en réalité. Il faut peut-être avoir un cycle financier orienté vers la transition écologique plus qu'autre chose. Et cette accélération d'un nouvel cycle financier est potentiellement contraire aux postulats de stabilité financière qui sont enserrés dans la réglementation bancaire aujourd'hui. Rappelons-le, hein, on est là au 6 octobre et je pense que le GIEC qui se réunit à Corée a conclu hier sur un rapport qui s'appelle 1,5 degrés avec des scénarios qui sont tout à fait effrayants. Hein. Nous sommes là sur un moment de bascule. L'entrée de l'anthropocène pour de vrai, qui va commencer à faire ressentir de façon assez considérable. Et nous avons besoin de mobiliser toutes les forces qu'on peut trouver pour initier un virage dans un autre sens, pour rester dans les limites planétaires. Et on a besoin, malheureusement, peut-être de la finance aujourd'hui aussi. L'argument qu'il faut revoir, refondre et dissoudre peut-être le monolithe réglementaire que nous avons créé dans la finance aujourd'hui est basé sur 3 arguments, 3 éléments principaux. Le premier, c'est la place prépondérante
qui occupe la finance aujourd'hui dans notre modèle économique et social contemporain. C'est ce qu'on appelle la financiarisation. Hein. C'est un concept qui de temps en temps est mal défini, je pense, et pas clair, etc. Mais en tout cas, il s'agit là de la soumission, en quelque sorte, de la société aux impératifs épistémologiques de la finance. Le pouvoir aussi qui arrive avec les flux financiers, parce que c'est un flux de pouvoir plus qu'une irrigation que j'ai lu dans certains textes. Dans le monde occidental aujourd'hui, si on n'a pas un compte en banque, c'est difficile d'être citoyen. C'est difficile aussi si on le couple avec certaines évolutions technologiques à la numérisation, la digitalisation de la finance. C'est très très difficile à profiter d'une société au sens large, d'être membre d'une société, être citoyen si on n'a pas une intégration financière. Donc, c'est un sujet vaste, mais effectivement, on a tendance à y attribuer tous les biens et les maux de la société dépendant du point de vue. Hein. Cette financiarisation a aujourd'hui un vecteur assez nouvelle dans ce qu'on appelle la finance verte. Ce qui est souligné par certains, une transition écologique qui est censée nous aider à réaliser via les investissements nécessaires ou les réorientations de portefeuille, etc. Mis à part le fait que cette prise de risque est très mise à mal par le court-termisme. Beaucoup d'efforts analytiques ces derniers temps ont été consacrés au verdissement de la finance. Notamment, c'est une recherche qui a été faite la plupart du temps dans la prolongation du paradigme établi. C'est-à-dire, on prend les modalités existantes de fonctionnement de la finance, on fait un petit peu saupoudrage d'ISR, de ESR, comme on veut l'appeler, des indices investissables vertes, etc. Et Bob's your uncle, comme diraient les Américains. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a raison de réfléchir à des ruptures beaucoup plus profondes dans ce paradigme, effectivement. Le deuxième, et j'en ai déjà parlé un petit peu, derrière, c'est la réglementation, c'est l'évolution de la réglementation en soi, notamment celle concernant le secteur bancaire. Aujourd'hui, on a cet univers-là où on est effectivement capable d'analyser le bilan existant réel, nominal, comme on les appelle de temps en temps, bancaire, le comprimer ou le moduler dans une certaine procédure, etc., et le présenter comme RWA, Risk Weighted Assets, ou actifs pondérés par le risque. Il y a une quota de ça, donc un pourcentage de ça doit être couvert par les capitaux propres de la banque. C'est 9,5% aujourd'hui. Ça va peut-être monter un petit peu, etc. C'est une évolution qui met l'aspect en avant qu'il faut avoir des banques bien capitalisées. Bien sûr qu'il faut avoir des banques bien capitalisées. Ce n'est pas dans l'intérêt de la société d'avoir des institutions financières fragiles, mais ce n'est qu'un élément de la réponse, en fait. Aujourd'hui, ce qui se passe, même si on a toujours le droit de modéliser le risque nous-mêmes, il faut qu'on le fasse de la même manière que tous les autres. Il y a 2 campagnes aujourd'hui conduites par la BCE qui s'appellent Targeted Review of Internal Models, TRIM, dans la parlance d'acronymes, etc., qui dit que je vais filer la méthodologie de mise en œuvre de TRIM, c'est de dire j'ai des portefeuilles d'exposition hypothétiques. Je veux les donner à tous les banques pour qu'ils passent ce portefeuille par les modèles internes et on va comparer le résultat. La finalité de cela, c'est de détecter et estamper toute variation d'RWA qui peut être tracée à des divergences de méthodologie de modélisation interne. C'est-à-dire que vous pouvez, le régulateur nous dit effectivement, vous pouvez maintenir vos modèles internes le moment que vous avez tous le même modèle interne pour une exposition de risque déterminée. Alors on sait exactement qu'est-ce qui se passe quand tout le monde a le même modèle économique, tout le monde a la même appréciation du risque, et tous face aux mêmes événements.
on va tous courir dans le même sens. C'est-à-dire que la réglementation bancaire a aujourd'hui mis dans une situation qu'elle est plus procyclique que jamais. Et cela, on essaye de le environner par des autres choses comme la bonne capitalisation, comme des capacités d'absorption maximale de risques, etc. Ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Donc on est face aujourd'hui à une matrice réglementaire qui ici est extrêmement complexe, mais elle est monolithique, elle nous force tous dans le même sens. Et c'est cette uniformisation issue d'une communauté épistémique assez limitée et isolée du reste de la société qu'il faut aujourd'hui commencer à dissoudre. Et ça, pour moi, en tant qu'opérateur, on va dire, dans le secteur, c'est le vrai enjeu démocratique. Notamment renforcé par le fait que la finance est tellement présente dans nos vies aujourd'hui. Et elle va devenir encore plus présente parce que le troisième élément qui soutient mon argumentation, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, quand on rentre dans une activité bancaire, il y a 3 éléments à prendre en compte pour les gens qui y travaillent. Parce que c'est un emploi considérable dans l'Union européenne aussi. Il y a à peu près 1 million d'employés bancaires. Le premier partie de cette évolution économique, c'est le développement des données massives, le big data. Aujourd'hui, ça c'est un fait que c'est cette évolution des énormes quantités de données hétérogènes qui bougent très vite, et avec nous. Mais nous, au sein de la banque, nous pensons aussi que si on arrive aujourd'hui, étant donné qu'on est limité ici dans la modélisation interne, et si on arrive à modéliser cet extérieur de façon cohérente, on pourrait maintenir nos avantages compétitifs, etc. Donc on est très orienté vers la prise en compte de cet univers de données. Deuxième élément de ça, c'est que la technologie pour traiter ces données, elle est mature, elle est disponible. Les algorithmes des IA, etc., ils sont élaborés au sein de mon travail. On a répertorié à peu près 1000 acteurs, des fournisseurs qui proposent des solutions, effectivement, de comment est-ce que je traite, comment est-ce que je conjugue le comportement, les données comportementales que j'ai sur les données des particuliers, dans mes clients bancaires, avec leur comportement sur les réseaux sociaux. Je peux conjuguer, faire converger dans une analyse de détection des risques, des évolutions qui sont à prendre en compte. Ça se manifeste aujourd'hui très souvent dans l'idée d'avoir des systèmes de détection précoce des risques. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas jouer sur les expositions et la modélisation pour avoir des avantages compétitifs. Donc on se tourne vers l'extérieur pour dire, bon, on va analyser plus la clientèle pour bien les cibler, bien les trancher, bien les sectionner, etc., pour pouvoir, en amont de la réalisation d'un défaut, parce que ça c'est l'événement qui nous concerne, qui pourrait être en risque. Souvent ce discours est accompagné par le fait de dire « oui, mais on va faire ça, mais on va faire ça pour mettre en place des mesures d'accompagnement ». Il ne s'agit pas du tout de les pousser à côté et de les inciter à aller à la banque postale. Mais voilà, c'est une ironie, mais c'est vraiment une évolution très notable. Ces modalités de travail et ces outils qui est la robotisation, l'automatisation, le machine learning, l'intelligence artificielle au bout du compte, va transformer l'emploi bancaire très fortement. C'est presque un chantier de transhumanisme, parce qu'aujourd'hui, demain, quand vous appelez votre conseiller bancaire, il va avoir une fiche directement produite avec les indicateurs et avec des recommandations, des phrases, etc. Où est-ce qu'il faut qu'il vous amène dans la conversation, etc. C'est des réalités, c'est des réalités opérationnelles aujourd'hui de la banque. Le troisième élément, c'est effectivement toute cette transformation est en train de se matérialiser sous une contrainte réglementaire assez forte, mais peut-être pas assez explicite sur certaines choses. Voilà.
Donc cette transformation technologique est extrêmement importante de mettre sous contrôle démocratique. Parce qu'étant donné la présence de la finance dans nos vies, et dans la vie de société et dans l'économie politique, vous pouvez vous imaginer que cette capacité de traiter des données, de cibler, etc., couplée à un pouvoir politique peut-être moins démocratique, plus autoritaire, ça devient rapidement une machine de répression formidable. Aujourd'hui, on le voit, déjà aujourd'hui, si aujourd'hui on veut descendre un adversaire politique, c'est pas sur le mœurs ou sur quoi que ce soit, c'est sur la finance qu'on le fait. C'est sur ces comptes bancaires qu'on regarde d'abord. De temps en temps, c'est bien mérité aussi, mais voilà. Donc, premier point, donc, en guise d'avancer vers la conclusion, si on écarte un scénario de bascule rapide vers une société post-capitaliste, ce qui est à court terme est peu probable, nous avons aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, besoin d'un secteur financier sous contrôle démocratique et capable de prise et de gestion de risques. Il faut rappeler la raison d'être d'un système bancaire au niveau macroéconomique. C'est la raison pour laquelle on l'assigne une valeur ajoutée imputée dans la comptabilité nationale. Il est parti dans ce qu'on appelle la transformation de maturité. Une conversion d'un passif court terme à des engagements long terme. Ces engagements long terme, on en a de plus en plus besoin aujourd'hui pour justement réaliser cette transition énergétique et écologique, ce qu'on veut, parce que il implique de nouveaux risques et des perspectives assez longues. Et notamment, cette capacité est là pour permettre aux autres acteurs de l'économie de prendre une position inverse en termes de structure bilancielle. Frédéric l'a déjà touché. Quand je fais un crédit à une entreprise, je lui construis un passif long en contrepartie des actifs, c'est-à-dire des revenus, des créations de richesses, etc., qui est de l'autre côté, censé rembourser le crédit, mais qui peuvent être plus aléatoires. Aujourd'hui, personne d'entre nous a une sécurité de revenus plus que 3 mois en réalité. Notamment si on coupe la CEDIC, ça devient grave. Mais c'est la base sur laquelle on sécurise la plupart des crédits immobiliers aujourd'hui. Plus la valorisation de l'actif, plus la titrisation via certains organismes aujourd'hui. Le crédit immobilier, qui rentre dans des produits titrisés et vendus en Europe, français, sont réputés de très bonne qualité. Parce qu'on a une sécurité sociale. Le défaut personnel n'intervient pas tout de suite, beaucoup moins rapide qu'aux États-Unis, par exemple. On a des autres choses. Et historiquement, c'est comme ça, effectivement, le système bancaire moderne est largement construit sur la prise de risques liée à la transformation du monde. À partir du 19e siècle, c'est flagrant. Quand vous passez dans le hall de HSBC à Londres, qui est la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, il y a une exposition très intéressante dans le hall d'entrée, qui effectivement, ce sont les tombstones, les titres qu'ils ont émis pour financer tout un tas de crimes colonialistes. Ça passe des choses émises pour financer les guerres d'opium, etc. Mais effectivement, ce rôle est prépondérant et aujourd'hui, il faut le détourner au profit de la transition écologique. Heureusement que les banques françaises, jusque-là, ont eu un meilleur sens de ne pas vider leur sac colonialiste de la même manière, mais ça serait aussi intéressant de voir. Donc, argument de fond, et je vais conclure dessus, c'est la capacité de prise et portage des risques du secteur bancaire est étroitement liée à la diversité des modèles économiques et les manières d'appréhender les risques du secteur, notamment face aux enjeux complexes d'économie contemporaine, face au contexte social et économique, technologique, environnemental, en équilibre très, aujourd'hui, précaire. Merci.